Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Bienvenue dans Contes et Vérités, la série où je vous dévoile l'histoire originale des récits qui ont bercé notre enfance. Saviez-vous que la fin de La Belle au bois dormant n'est pas seulement « ils se marient et eurent beaucoup d'enfants » ? Disney n'a pas représenté entièrement le conte de Charles Perrault. En effet, la princesse est réveillée par le prince charmant et est saine et sauve. Mais dans l'histoire originale, on les voit poursuivre leur vie. Ils ont 2 enfants et surtout, le détail le plus important est que la mère du prince est un monstre. Elle va tenter de tuer les enfants du royaume. Suivez-moi, on va rencontrer l'ogresse de La Belle au bois dormant. Le début du conte de Charles Perrault a été respecté par Disney. On rencontre le roi et la reine désespérés de ne pas avoir d'enfants. Ils prient et font appel aux cieux. Et finalement, après une longue attente, une petite fille vient au monde. Un grand baptême est organisé. Toutes les fées du royaume sont conviées. Mais dans la version originale, il y a 7 fées marraines et non 3 comme dans le dessin animé. 7 femmes mystérieuses, puissantes, respectées, qu'on appelle pour protéger l'enfant et lui offrir des dons magiques. Durant la cérémonie, chacune reçoit un couvert d'or massif, richement orné de diamants et de rubis. C'est un signe de respect. Mais contre toute attente, une autre fée arrive. Tout le monde la pensait morte ou enchantée. Le roi n'avait fait parvenir que 7 étuis d'or massifs pour les 7 fées invitées. La vieille fée est vexée et commence à marmonner des menaces entre ses dents. Une jeune fée comprend qu'il peut se passer quelque chose de dangereux. Alors, elle prend à part l'intruse et quitte la salle de réception. Pendant ce temps, les 6 autres fées commencent à faire leurs dons à la nouvelle princesse. La première promet qu'elle sera la plus belle du monde. La suivante lui donne un esprit vif semblable à un ange. La troisième lui offre une grâce admirable dans tout ce qu'elle entreprendra. Une autre s'avance pour lui partager le don de danser à la perfection. La 5e lui dédie le don de chanter comme un rossignol. Et la dernière lui prodigue le don de jouer de tous les instruments de musique. Vous voyez déjà la différence avec Disney. Flora, Pâquerette et Pimprenelle offrent des dons très simplifiés. La beauté, une voix mélodieuse et une vie paisible. Les dons de Charles Perrault dessinent l'image idéale d'une princesse accomplie dans tous les arts, la beauté et l'esprit. C'est un modèle d'excellence féminine tel qu'on l'imaginait à la cour du XVIIe siècle. Revenons au baptême de la princesse. La vieille fée revient et exprime sa colère à travers un malheureux don à la jeune princesse. Elle prononce des mots qui figent toute l'assemblée. La princesse, un jour, se percera la main avec un fuseau et en mourra. La malédiction plonge à nouveau le roi et la reine dans le désespoir. Ces mots annoncent une malédiction à mort inscrite dans le destin d'un enfant. L'atmosphère festive du baptême se transforme aussitôt en silence lourd. Pour éviter la malédiction, le roi interdit l'usage des fuseaux dans tout le royaume. Mais les contes aiment jouer avec l'inévitable. 16 ans plus tard, la princesse profite de l'absence de ses parents pour explorer le château. Elle atteint le sommet d'une tour isolée dont elle n'avait jamais franchi la porte. Elle y rencontre une vieille femme assise, filant tranquillement sa quenouille. La princesse est totalement fascinée par ses gestes méconnus. Elle demande à essayer. Cette attirance naïve, ce désir de découvrir quelque chose de nouveau, est exactement ce que la malédiction attendait. Il suffit qu'elle saisisse le fuseau pour que la prophétie s'accomplisse. La princesse se pique le doigt
et tombe aussitôt dans un profond sommeil. Tout le château s'endort en même temps. Les dames d'honneur, les gardes, les cuisiniers, les chiens, les chevaux, même les broches au feu et la petite chienne de la princesse s'assoupissent. Puis une forêt de ronces et d'épines engloutit le palais, le cachant aux yeux du monde pour 100 ans. Un siècle plus tard, un prince entend parler de ce château mystérieux. Certains disent qu'il est hanté, d'autres que des sorciers y tiennent leur sabbat. Intrigué, le prince s'approche. Et miracle, les ronces s'écartent d'elles-mêmes pour lui ouvrir un chemin. En traversant les salles endormies, il découvre un spectacle figé. Des soldats ronflants, des dames assoupies sur leurs chaises, des gardes immobiles l'épée au poing, comme si le temps avait été suspendu. Puis, il parvient à la chambre de la princesse. Et c'est là qu'intervint une différence capitale. Elle se réveille seule. Comme pour Blanche-Neige, Disney a inventé l'histoire du baiser magique qui sauve les princesses endormies. Dans le conte de Charles Perrault, la princesse ouvre les yeux simplement parce que le temps de la malédiction est passé. À ce stade, Disney nous dit « Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Fin du dessin animé. Mais Charles Perrault continue l'histoire. Après le réveil de la princesse, la vie se poursuit et tout bascule dans l'étrange et le macabre. Quelques mois après leur mariage, le prince et la princesse ont une fille. Elle est nommée Aurore. Et oui, Aurore, dans le conte original, c'est l'enfant de la princesse, qui d'ailleurs n'a pas de prénom. Disney nous a fait croire le contraire. Puis, ils ont un fils qu'ils appellent le Jour. Il y a également un autre personnage très important qui a été supprimé par Disney, la mère du prince. Et vous allez voir que ce n'est pas une reine comme les autres, ni une grand-mère idéale. La mère du prince est issue d'une famille d'ogres, ce qui fait d'elle une véritable ogresse. À la cour, les rumeurs disent qu'il lui est parfois difficile de contenir ses instincts, qu'elle a du mal à se retenir de se jeter sur les petits-enfants lorsqu'elle en croise. Pour ne pas éveiller les soupçons, le prince garde son mariage secret pendant 2 ans. Mais lorsque son père meurt, il doit assumer son rôle de roi et la princesse est présentée publiquement comme son épouse. Et c'est là que l'histoire prend un virage sinistre. Lorsque le roi part à la guerre, il laisse la régence à sa mère. Aussitôt, ses instincts monstrueux ressurgissent. Un soir, elle convoque son maître d'hôtel et lui ordonne froidement « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore, et je veux la manger à la sauce Robert. » Le maître d'hôtel, pétrifié, sait qu'il ne peut pas désobéir. Mais au moment de passer à l'acte, il n'a pas le cœur de tuer la fillette, âgée de seulement 4 ans. Il la cache chez sa femme et trompe l'ogresse en lui servant un agneau rôti. La reine se régale, convaincue d'avoir goûté la tendre chair de sa petite fille. Quelques jours plus tard, la même scène se répète. Cette fois, l'ogresse réclame le petit garçon. Le maître d'hôtel sauve encore l'enfant et lui substitue un chevreau. L'ogresse se pourlèche les babines sans se douter de la supercherie. Mais la folie de la reine-mère ne s'arrête pas. Elle veut désormais manger sa belle-fille, la princesse elle-même. Le maître d'hôtel, désespéré, invente une 3e ruse. Malheureusement, on ne trompe pas longtemps une créature avide de chair humaine. Un soir, alors qu'elle rôde dans le château, l'ogresse entend les rires et les pleurs des enfants qu'elle croyait avoir dévorés. La vérité éclate. Folle de rage, elle exige qu'on dresse au milieu de la cour une immense cuve remplie de serpents, de vipères et de crapauds venimeux. Elle veut y précipiter la princesse, ses 2 enfants, ainsi que le maître d'hôtel et sa femme qui l'ont trahi. Mais c'est à cet instant que le roi revient plus tôt que prévu. Confronté à son fils,
l'ogresse comprend qu'elle a perdu. Dévorée par sa propre fureur, elle se jette d'elle-même dans la cuve où elle est engloutie par les monstres qu'elle avait préparés pour les autres. Nul enchantement n'est éternel. Tôt ou tard, la lumière revient et dévore la nuit. La Belle au bois dormant nous rappelle que nul ne peut échapper au fil invisible du destin, qu'il soit tissé par des fées bienveillantes ou malveillantes. Le conte nous dit aussi que les plus sombres appétits se consument d'eux-mêmes, quand la patience et la fidélité savent attendre leur heure. Ainsi, même après la plus longue nuit, demeure la promesse fragile mais certaine que l'éveil peut venir sous 1000 formes et qu'un frisson de bonheur traverse le temps et les ombres. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.